Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. On commence. Simon Boulris, assieds-toi. Vous voyez, on est là pour s'amuser quand même. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment enchantée d'être là. Donc, je m'appelle, c'est pas du tout de moi qu'on va parler, mais je vais quand même vous expliquer ce que je fais ici. Donc, je m'appelle Mélika Abdelmoumen. Je dirige une revue qui s'appelle Lettres québécoises, à laquelle Sarah a contribué. D'ailleurs, je vous en dirai un peu plus après. Et pour la première fois cette année, on a été invité par l'équipe du Salon du Livre à créer une sorte de volet Lettres québécoises. Et l'idée qu'on a eue, c'était de faire une série d'entretiens avec des gens que j'adore, que j'estime, que je veux qu'on connaisse plus, que je veux faire connaître. Et parmi ces gens, il y a cette femme extraordinaire. C'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Mais ça fait des mois qu'on échange, même peut-être plus que des mois. Oui, presque une année, je dirais. Une bonne année. Oui. Et donc, qui s'appelle Sarah Berthiaume. Mais là, on va beaucoup parler d'elle pendant les prochaines 45 minutes, mais je vais juste vous décrire comment je l'ai découverte. On allait régulièrement au théâtre de Katsu avec mon mari et mon fils qui a maintenant 14 ans. Mon mari est spécialiste de théâtre, donc on traîne beaucoup notre enfant au théâtre, parfois avec plus de succès, parfois moins, mais en général très ouvert. Et on est allé voir au printemps dernier Wollstonecraft, donc qui est un livre qui vient de paraître aux éditions de ta mère, mais qui a été sur scène au départ. Et on a été... moi déjà, j'ai eu l'impression de rencontrer une sœur, une sœur de moi, mais peut-être aussi un peu de Charlie Chaplin, mais peut-être aussi un peu de Irving Welsh qui a écrit Trainspotting, peut-être un peu de Stephen King, peut-être un peu de Jean Anouilh. En tout cas, on va en parler. Et on est sortis de là, et mon fils, il m'en parlait encore ce matin, parce qu'il savait que je voyais Sarah en personne, m'a dit, c'est la meilleure pièce que j'ai vue de toute ma vie. Il s'en est toujours pas remis. 13 ans à l'époque, il riait, il pleurait. Non, mais c'était comme un truc, il s'en est toujours pas remis. Il m'en parlait encore ce matin. Et donc, j'ai lu entre-temps pas mal, presque tous les autres trucs. Là, j'en ai oublié un. Je me suis rendu compte un roman écrit en commun avec Simon, justement, que j'ai raté. Mais j'ai lu pas mal tout ce que j'ai pu trouver entre-temps. Et on a échangé. Donc, j'ai proposé à Sarah Berthiaume de venir vous rencontrer et qu'on parle de l'ensemble de son travail, de ses lubies, de ses angoisses, de tout ça. Parce qu'on a aussi échangé sur les angoisses de l'écrivain ou de l'écrivaine. Et donc, je lancerai ça. On va essayer de faire ça très spontané. D'ailleurs, pardon, j'allais oublier. Si vous voulez poser une question ou intervenir pendant qu'on discute, levez la main. On a un micro. Il ne faut pas vous gêner. S'il y a un truc qu'on dit qui éveille quelque chose chez vous, c'est vraiment discussion spontanée. Donc, la première question que j'avais envie de te lancer, c'est... s'il fallait ton parcours, il est connu d'une certaine manière dans le milieu médiatique, dans le milieu littéraire, dans le milieu théâtral. Quelle est la chose qu'on ne sait pas suffisamment ou qu'on devrait savoir ou qu'on n'a pas comprise? Ou, tu sais, l'espèce de contre-histoire de ta vie, ton œuvre. Ça serait quoi le truc, tu sais, que tu te dis, ils n'ont jamais rien, ils n'ont pas compris, ils ont mal... Tu sais, mettons, Marie, dans ma Wollstonecraft, il y a des choses qu'on n'a pas comprises. On va en parler après de son travail, mais dans ton cas, ce serait quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'on n'a pas remarqué ou dont on n'a pas assez... Parler de mon œuvre, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je suis déculottée. Je suis déculottée par cette question. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas compris de mon œuvre. Tu n'as pas vécu les affres de Marie dans Wollstonecraft, dont on n'a vraiment rien compris au roman. Parce que la pièce Wollstonecraft, en quelques mots, donc, met en scène Marie, la fille de Mary Wollstonecraft, la fille de Mary Shelley Wollstonecraft, qui est l'autrice de Frankenstein. Mais bon, je vais te laisser. Comment tu la résumes, toi? Mes pièces sont toujours super difficiles à résumer. Des fois, je m'embourbe, puis ça prend finalement 20 minutes. On peut essayer d'y arriver à deux, peut-être. Mais on peut y arriver. Va se compléter. Donc, c'est l'histoire de Marie, qui est une espèce de transposition d'une Mary Shelley contemporaine, qui est un mélange, je dirais, entre moi-même et Mary Shelley. Donc, Marie, elle a écrit un roman ambitieux qui a été très mal reçu par
par la critique, par ses alliés féministes et modèles féministes. Elle a été taxée de faire une œuvre qui encourageait la culture du viol. En tout cas, on lui fait des reproches de choses qu'elle avait absolument pas vu venir. Et elle est complètement détruite par les critiques. Et puis, elle se lance dans le projet de faire un enfant, de se consacrer à la maternité. Et ça fonctionne pas. Elle fait fausse couche sur fausse couche sur fausse couche. Et elle est très, très désespérée. Et elle décide comment dire... ouais, je peux tout vendre les punchs. Oui. Allez. On les dit, non, parce qu'ils sont tellement bons. Puis comment on va faire pour parler si on leur dit pas ce qu'elle fait? Effectivement. Alors, sa meilleure amie, Claire, est vendeuse de Tupperware et elle héberge une imprimante 3D chez elle qui permet de créer là, les plats Tupperware en question. Et Marie, par un soir d'orage, désespérée, Marie, excusez-moi, c'est ça que je dis quand je m'embourbe, elle garde ses fœtus qu'elle perd dans ses fausses couches dans son congélateur en espérant que quelqu'un, un médecin quelque part, va faire des tests pour comprendre les causes de ces fameuses fausses couches. Évidemment, c'est une dystopie. On est en télémédecine. Tout le monde s'en fout. Elle parle à des chatbots qui lui disent que ça va se régler, puis ça se règle pas. Elle est dans un labyrinthe administratif. Et donc, un soir d'orage, particulièrement à bout et désespérée, elle vient de se séparer aussi. Elle va mettre ses fœtus congelés dans son imprimante 3D et va en sortir une créature monstrueuse, plus ou moins monstrueuse. En fait, c'est un peu la question que la pièce pose. Et la pièce raconte, en fait, sa relation avec cette créature-là et comment cette créature va essayer de s'émanciper de sa créatrice. Donc, c'est vraiment une pièce qui mêle procréation et création. Création, rapport de la créatrice à son œuvre, mais du créateur à son œuvre aussi, parce qu'il y a son savoureux conjoint. Oui. Perceval, comme dans Percy Shelley. Effectivement. Qui était poète aussi. Et Perceval, lui, il fait une sorte de poésie particulière. J'en lirai un extrait juste après, mais comment tu le décrirais, Perceval? Perceval, c'est un poète qui travaille, c'est un poète geek, je dirais, qui travaille avec il a créé un algorithme aussi. Puis j'ai écrit ça, il faut le dire, ça c'est un peu épeurant, mais j'ai écrit ça avant ChatGPT complètement. C'est des mois avant l'avènement de ChatGPT. Fait que j'avais l'impression que j'inventais quelque chose de bien farfelu, mais finalement, on montait la pièce, puis tout le monde parlait de ça. Et puis donc, Perceval, il crée des poèmes en symbiose avec son algorithme, c'est-à-dire que son ordinateur crée de la matière, et puis lui, il va prendre cette matière-là, puis il va en sculpter des poèmes. Et puis, la pièce, mettons la courbe de Perceval dans la pièce, c'est que son algorithme va prendre de plus en plus de place, puis il va finir par l'avaler complètement. Par l'avaler. Justement, mais donc lui n'a pas du tout le même rapport à la création qu'elle, ni à la réception. C'est ça, il y avait 2 petits extraits que je voulais lire. Je suis pas actrice, donc je lis moins bien qu'elle. Hein? Mais je vais lire avec tout mon cœur quand même. Mais il y a un moment où elle lui parle de la différence de la réception entre une œuvre de femme et une œuvre d'homme. Là, j'ai fait un petit collage. Elle dit « Toutes les femmes que j'admire le plus se sont entendues pour dire que c'était de la marde. Hein? » Les fameux alliés. Elles ont dit que je réduisais mes personnages féminins à des victimes, que je les objectivais, que je traitais leur mort comme un fantasme masculin, puis que mon livre encourageait la culture du viol. Sais-tu c'est quoi le pire? Elles ont raison. Je veux dire, je l'ai relu, mon Christ de livre, puis elles ont raison. Je passe même pas le test de Bechdel. Je pensais tellement pas que c'était ça que j'étais en train de faire. J'étais juste excitée par ma structure, par la forme radicale que j'avais trouvée, le récit dans le récit, puis comment tout s'imbriquait, le mélange des tons, la forme épistolaire, puis ma prémisse avec le meurtrier, puis j'ai créé ça. C'est pas juste la réaction à mon travail qui me fait peur, c'est moi qui produis ça. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Qu'est-ce que ça dit sur comment je pense? Suis-tu genre une féministe de marde? Suis-tu la pire des féministes du monde? Qui est une question que lui ne se pose pas du tout. Ben non, lui, il crée, il se pose pas ces questions-là. À un moment, elle lui dit même, tu pourrais juste être tout nu dans le métro, puis... Ouais, il lui lit un poème et elles font. C'est ça. J'ai comme pris un petit texte. Oui. Tu le lises. Ah, ben oui, je peux le lire avec bonheur. Ben, je peux. Moi, quand on a entendu ça sur scène, quand je l'ai relu après, le plaisir a été décuplé. Mais il est juste devant toi. Il est juste là. Donc, c'est le poème de Perceval. C'est un des poèmes de Perceval. Alors, il dit « J'enfonce mes ongles dans l'œil du cyclotourisme énamouré. L'exotisme me suffit pour l'instant. J'ai vu le reflet jaune de ma génération crépiter dans le brasier des révoltes assises. Ça m'a donné mal au cœur, au foie, au pédoncule cubique. Goule grasse et coco coulant. Les brunchs familiaux sont devenus des naufrages où rien ne nous survit.
Nous ne dormirons plus, nous irons entailler les pruniers et mourir d'amour fou, les mains collantes et les pieds pleins de slotch tout nus dans la pampa boréale. Chacun de tes pas sera plein de langueur et d'ivoire. Chacun de tes regards sera une recette de Tarantino, moins la sérendipité. La pudeur déçoit, les grives suggèrent le pire, jeûne et magazine de mode pour les voyous de toutes les espèces. Qu'il est heureux, le petit meurtrier, lorsqu'il pose sa joue contre ton sein et que tu entames sa cuisson dormante. Arme-toi, mon amour, l'appétit veille sur nous. Donc ça, c'est le poème qu'il lui lit. Avec l'intelligence. Moi, je me roulais par terre là, dans la salle de théâtre. Est-ce que tu dis c'est quand même un peu n'importe quoi? C'est Mais ça ressemble à une certaine poésie contemporaine. Mais moi, ça m'a plus fait penser à une certaine poésie québécoise des fins des années 90. Ben, je suis pas très calée en poésie. Je dirais que je me suis comme... Moi, je reconnaissais vraiment quelque chose. Il y avait quelque chose comme de la caricature. Je sais pas comment tu as construit. Ben, vu que ChatGPT n'était pas encore là. Ça, c'est intéressant. Par exemple, je me suis amusée. Je me suis dit, je peux pas créer ça faut quelque chose qui me sorte de mes sentiers battus, justement. Puis aussi parce que je suis pas poète. Je suis pas du tout poète, en fait. Je fais pas des très bons poèmes. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit quelque chose de pas très bon. Puis après, je suis allée dans Google Translate, puis je l'ai traduit. Mais, tu sais, du français à l'anglais, à l'hébreu, au swahili, au chinois, au mandarin. J'ai fait comme 15 langues comme ça. Puis quand c'est revenu au français, il y avait quelque chose de très étrange avec le champ lexical, avec la syntaxe qui s'était comme perdu dans la Lost in Translation, comme on dit. Oui, puis après, je suis repartie de ça pour créer ça. Ce chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre un peu bizarre. Non, mais c'est savoureux. Puis donc, on a déjà dans la pièce, puis dans l'ensemble de la pièce, cette espèce d'inégalité entre eux. Oui, parce que lui, il se pose pas trop de questions. Il est juste gay qui est dans sa patente. Puis ça marche. Il y a comme un buzz autour de son travail. Puis elle a l'envie beaucoup cette liberté puis l'absence de questions, de remords, de honte féminine, exact. Puis de charge. Elle sent qu'elle a une charge. Elle doit être engagée. Elle doit être une bonne féministe. Elle doit bien adresser ces questions-là. Elle lui dit à un moment, toi, on s'attend pas à ce que tu répondes à ces questions-là, à ce que tu sois féministe, à ce que tu sois écologiste, comme s'il y avait en fait une charge mentale, selon toi, pour les femmes je pense que oui. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Mais... oui, moi aussi, je pense que oui. On pense pareil. Mais je me suis... Depuis que j'ai commencé à écrire du théâtre, on me demande toujours ça. On me demande toujours, est-ce que vous écrivez du théâtre féministe? Est-ce que vous écrivez du théâtre engagé? Puis je trouve que c'est une question piège, en fait, parce que bien sûr que dans la vie, je me définis comme étant féministe, je me définis comme étant engagée, mais je comprends pas pourquoi il faut toujours que mon œuvre le soit. C'est comme si on s'attend, c'est comme si c'était mon rôle comme artiste que mes œuvres servent la cause à quelque part. Puis je suis vraiment d'accord avec le fait qu'il y en a que ce soit ça leur pratique, mais moi, avant tout, ce que je veux faire, c'est créer des pièces, c'est créer des spectacles. Puis ces spectacles-là vont, je pense, refléter ma vision du monde. Mais c'est comme si je sentais toujours qu'on m'envoyait cette exigence-là. C'est drôle parce qu'il y avait Michel Jean dans la même chaise hier qui disait on s'attend parce que je suis autochtone à n'être qu'un militant pour la cause autochtone. Moi, j'écris des romans, je raconte des histoires, je raconte d'autres versions d'une histoire. Donc, je pense que c'est quand on fait partie d'une minorité, même si on n'est pas une minorité, on est la moitié de la planète, mais on est encore un statut peut-être de minorité à certains égards. Puis il y a un autre cas intéressant dans la pièce qui est Claire. Oui. Madame Tupperware. Madame Tupperware. Donc, parle-nous de Claire un peu pour la faire découvrir à... Oui, donc parce que Claire... c'est quand même fabuleux, ce personnage. Oui, bien, Claire, c'est la meilleure amie de Marie. C'est une ancienne comédienne qui s'est recyclée en Madame Tupperware. Et elle n'avait pas beaucoup de... je l'ai écrit pour l'actrice qui la jouait, qui s'appelle Ariane Castellanos, qui est une fantastique actrice. Et donc, Ariane, elle est latina, elle vient d'Amérique du Sud. Et puis donc, je me suis dit que j'allais créer un personnage pour elle. Donc, c'est une fille qui, quand elle était comédienne, elle n'avait pas beaucoup de débouchés.
Et puis, elle devient Madame Tupperware et tout à coup, elle est très talentueuse et ça cartonne, elle convainc. Et j'ai vraiment créé ces espèces de discours, de pitch de vente. J'ai essayé de m'inspirer, de faire un genre de mix entre... j'ai réécouté les discours de Catherine Dorion, genre à l'Assemblée nationale, puis j'ai lu du Élisabeth Cardin sur, tu sais, la manger local, manger engagé, le retour à la terre et tout. Et puis, j'ai vraiment essayé de créer un discours de Tupperware qui me convaincrait moi, qui me désarçonnerait moi. Et ça, c'est intéressant parce que, je dis ça moi-même, c'est intéressant, mais c'est inspiré. Ça l'est. C'est inspiré. Je faisais des chroniques à radio, à la Feu, Plus on est de fou, plus on lit, avec mon ami, le super Alain Farah, que tout le monde connaît. Bien sûr. Et on avait un truc qui s'appelait Écrivain sur le terrain. Il nous envoyait dans des espèces de missions un peu farfelues, loufoques, pour écrire des petites chroniques là-dessus. Et on était allé au Diamant, qui est genre la maison mère de Tupperware à Brossard, je pense, dans le truc industriel de Brossard. Et on était dans une espèce de soirée célébration pour les nouvelles vendeuses de Tupperware. Et c'était à la fois terrifiant et magnifique. C'était complètement schizophrénique pour moi, le discours qui était tenu là-dedans. Oui. C'était à la fois comme une espèce de célébration de l'entrepreneuriat au féminin, puis d'empuissancement, puis c'était super festif. Il y avait plein de femmes, puis ça lançait des Tupperware, puis il y avait de la musique dance. C'était capoté. Puis en même temps, il y avait quelque chose dans le discours que je trouvais comme tellement rétrograde sur « Mesdames, nourrissez vos maris ». T'en as créé des discours de Tupperware. Je vais vous en lire des petits bouts parce que ça vaut la peine. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que c'est comme si l'espèce d'ultra-capitalisme polluant se réappropriait le féminisme, l'écologisme. Donc, je vais vous en lire des petits bouts parce que c'est vraiment savoureux. Notamment, il y a une des créations, je ne sais pas si c'est pas Claire elle-même, mais il y a un des produits Tupperware qui s'appelle It's Alive. Oui. Donc, ça tombe bien dans une pièce inspirée de Frankenstein. Alors, It's Alive, c'est des plats hyper performants qui sont capables de repimper tes légumes. Genre, tu mets une vieille salade brune dedans, puis le lendemain, elle en ressort tellement verte puis croquante qu'elle a l'air de venir de ton jardin. Donc ça, c'en est juste une, mais il y en avait une autre, là. J'ai comme tellement pris de notes sur tes livres, mais il faut juste que... Ah oui, c'est le discours féministe. Ça dit... OK, je vais vous le lire, ça va être plus simple. Mais l'ironie, ça, c'est Claire qui parle, qui explique à Marie... Ah non, je pense qu'elle parle à ses troupes à ce moment-là, pardon, excusez-moi, parce que souvent, on la voit parler à ses troupes, qui sommes nous, le public, puis on est pas mal sidérés, là. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que depuis toujours, on essaye de faire croire à ces femmes-là, de nous faire croire que c'est une tâche avilissante, une tâche qui nous confine à la sphère domestique, qui nous empêche de prendre part à la société, puis que pour s'émanciper, il vaudrait mieux s'en départir, au pire la partager. Ben moi, je dis non, Chris, non. C'est pas avilissant de faire à manger. C'est la tâche la plus noble, la plus importante, la plus politique de toutes. Ça ne nous empêche pas de prendre part à la société, ça nous place à sa base, en son centre, en son cœur. C'est là que ça devient très bon. Fait que quand vous cuisinez, les filles, vous n'êtes pas juste des mères de famille qui startaient une lasagne au thon parce que les enfants sont plus tenables. Quand vous cuisinez, vous êtes des militantes, des activistes, des fucking guerrières. Quand vous faites votre kéfir dans la yaourtière Pro-Bio Flavor Compact, quand vous sortez votre cocotte Ultra Pro 3,5 litres pour faire votre pain, quand du kimchi lacto-fermente dans votre jarre Pickle Tube Plus, un pied de céleri québécois retrouve sa vigueur dans votre It's Alive profond, vous sauvez le monde. Donc là, comme tu as une espèce de charge... Je ne veux pas t'accuser d'être une autrice engagée, là, mais il y a quand même une espèce de ridicule... Oui, tu ridiculises certains travers de notre société actuelle, parce qu'on pourra parler d'autres pièces après, mais du capitalisme, de comment ça nous rend un petit peu dingo. Le discours devient dingo. Ben oui. C'est une dinguerie. Ben oui, c'est comme l'ultime greenwashing quand ça vient comme si ça vient se réapproprier, c'est ça, l'engagement militant écologiste et tout. Puis pour moi, c'est la forme c'est l'aspect du capitalisme que je trouve la plus terrifiante et la plus vilaine, vraiment. Puis là, je ne veux pas vendre l'autre punch, mais bon, il y a un drame à la fin où elle va avec son équipe... Son équipe de militantes Tupperware sur l'océan de plastique, parce qu'à un moment donné, même la récupération
devient un argument de vente et il y a un drame. Et donc là, il crée une nouvelle collection de Tupperware en hommage aux femmes qui ont été... En fait, oui, c'est ça. À part en expédition vers le 7e continent, le continent de plastique, pour récupérer du plastique puis faire des nouveaux Tupperware parce qu'on est dans une dystopie, donc il n'y a plus de plat nulle part. Et à part avec son équipe, puis elle les encourage à aller pêcher du plastique. Elle y va pas, évidemment. Et là, il y a un typhon et toutes les femmes meurent. 12 femmes meurent dans ce typhon. Et on pense à la fin qu'elle va jeter les armes un peu ou elle va se recueillir. Et finalement, ils ont juste récupéré cette tragédie-là pour vendre une nouvelle collection au nom des disparus. Ouais, c'est donc, monstrueux, ouais. c'est monstrueux. Le bac à glaçons Fatima, le tampon à récurer José, le spiraleur Yolanda, l'ensemble salière poivrière Marie FB et Marie FG, la mandoline Caroline, le bento box Mimi, le berrier breton Maëlys, le pressail Mélanie-Anne, le tire-bouchon Déby, le hachoir à vendre Dumena et le couteau à tartiner Laurette. En hommage. Donc, vous voyez, c'est ça, il y a comme... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était chaplinien. C'est grinçant. Oui. Puis c'est grave, mais oui. On se roule par terre. Oui, c'est ça la volonté. C'est ça la volonté. Réussi. Puis il y a une autre de tes pièces, celle qui se passe dans l'ancienne usine. Oui, ça s'appelle Niyotai Mori. C'est ça, avec les publicitaires. Attends, j'ai pris plein de notes, là, parce que je me disais qu'il fallait qu'on fasse savourer. Je trouve juste la bonne page, là, pas avec le créatif. Ah oui, donc c'est un personnage de créatif. Oui. Donc, Maude... Oui. Et ton personnage principal, en quelque sorte, se retrouve à devoir faire une sorte de reportage sur une nouvelle compagnie. Oui. Elle a un papier qui s'appelle... ça a une espèce de titre en poulet vraiment mauvais. Là, c'est sur les métiers d'avenir. Elle doit faire un papier là-dessus. Puis elle rencontre un créatif. Ce terme-là juste le terme est comme... délicieux. Oui. Un créatif dans une boîte de pub, donc qui crée du contenu. Puis ils ont toute une discussion sur la liberté, en fait. Est-ce que votre travail vous rend vraiment libre? Parce qu'elle, c'est un peu un alter ego de moi dans ma période... Elle se sent... Oui, elle est en plein surmenage au bord du burn-out. Exactement, parce que c'est une travailleuse autonome qui culmine les contrats payés en visibilité. Dans ce que tu décris beaucoup dans ton travail, mais dans notre espèce de frénésie actuelle, pas forcément qu'on est à la recherche du profit, mais on est pris dans une espèce de roue de travail, c'est jamais assez, puis jusqu'à vouloir disparaître. Oui. Ben, c'est venu de là, cette pièce-là, en fait, c'est que j'habitais dans un quartier où il y avait des usines. J'habitais dans le Milex jadis. Puis j'étais entourée d'usines, puis j'étais tellement surmenée, puis au bout du rouleau, que des fois, je passais devant les usines, puis c'est un gros fantasme de privilégié, terrible, mais je me disais, si j'avais une job, tu sais, punch in, punch out, que le soir, j'y pensais plus, parce que là, je travaillais, tu sais, le matin, le soir, la nuit, pour des salaires de misère pour la visibilité, là, ça aussi, c'est quelque chose ça, oui. Exposure, oui. Oui, voilà, on est payé dans la visibilité, oui. Oui. Et donc, c'est venu de cette espèce de constat-là, de dire, mon Dieu, j'en viens à envier d'être aliénée par... Je suis tellement aliénée par une forme de travail que j'en viens à envier une autre forme d'aliénation. Quand elle rencontre le créatif, donc ça se trouve dans une ancienne usine de culottes, de fabrication de bobettes. Oui, exact. Et donc, la compagnie de publicité a récupéré... Oui. Pour se donner une pseudo... Il y a des phrases magnifiques. Donc, elle lui demande c'était une usine de quoi avant, puis lui répond textile. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué le mur de bobettes en bas dans le hall. C'est un hommage aux ouvrières qui travaillaient ici avant. Il dit plus tard, pour les gars qui ont fondé l'agence, c'était vraiment important d'honorer ces femmes-là, de s'inspirer du passé ouvrier de l'espace. C'est ça, les murs de briques, le béton, les portes de garage, le nom de l'agence même. Ça fait partie de l'ADN du lieu. On ne renie pas le passé, on s'en inspire, on construit par-dessus. On est encore à l'usine, mais au lieu de fabriquer des bobettes, on fabrique des expériences de connexion humaine. Tu sais, c'est quand même, c'est terrifiant. On rit, mais c'est terrifiant. Ce discours-là, moi, je le trouve terrifiant. Parce que quand on ne met pas le spotlight dessus, puis qu'on ne se dit pas qu'on le souligne pas, là, comme là où on sait clairement que c'est de la satire. Souvent, ce discours-là, on le voit plus. Ce que tes textes nous font réaliser, c'est qu'ils nous font réaliser l'absurdité de ce qu'on tient pour acquis, ce qui est devenu naturel, ce qu'on gobe tous les jours sans se poser de questions. Et là, tu nous les mets avec l'humour, un humour acide, puis avec des moments très tristes aussi, là, mais un humour acide qui fait que tout à coup, on dit « OK, je participe à ça, moi, aussi. »
Puis je Parce sais que pas comment ne pas participer à ça, on mais en sait tout cas, pas. c'est juste On de n'a pas trouvé encore. Il y a eu plusieurs tables rondes sur le sujet depuis le début du salon. Je les ai toutes écoutées. Personne n'avait de réponse. Non, c'est pas comment Ben, ils avaient des s'en réponses sortir. par leurs textes, leurs pièces de théâtre, leurs essais, qui sont déjà peut-être les seules, les plus belles réponses qu'on peut donner en ce moment avec nos petits moyens, mais c'est ce que tu t'attaques à ça quand même. Complètement. Ben, en tout cas, Beaucoup. j'essaie de Dans les l'ensemble mettre en lumière ça. pour qu'on les C'est ça. remarque puis qu'on les voit. C'est ça. Puis ça crée des trucs très drôles, mais souvent, c'est assez... Les personnages trouvent pas ça drôle du tout. C'est-à-dire non, eux, qu'ils ils trouvent sont... pas ça ils drôle. sont... Puis c'est même pas si exagéré par rapport au Non, c'est réel. ça. Tu sais, Mais c'est pour ce texte-là, je l'ai écrit à partir de... J'avais un ami qui avait travaillé chez Sidley, je pense, ou à Moment Factory. On est allé prendre un café, puis tout C'est réaliste. c'est proche de la complètement vérité. réaliste, ouais. Comme le discours de Tupperware, c'est-à-dire c'était vraiment dans l'espèce de petite ligne. Nous, on est en équilibre sur la ligne entre le grinçant puis le réaliste, et puis on rit pour ne pas s'effondrer, peut-être un peu. Je sais Oui. pas si c'est ce rire-là Oui. que tu cherches, mais Oui, en tout complètement. cas, je sais pas si d'autres personnes connaissent le travail de Sarah puis ont la même réaction de rire un peu. Hein, Simon, as-tu le goût de nous dire ce que t'en penses? Est-ce qu'on a Qu'en un micro pour penses-tu? Simon? Je te mets sur la sellette. Je suis désolée, mais je suis sûre Simon, que t'as c'est mon des choses vieil ami intéressantes d'école. Puis c'est un écrivain, Simon Boulris, que vous connaissez sans doute, qui Un peut-être petit nobody, là. Je pense qu'il marche pas. Hein. Attends, on va te prêter un des nôtres. OK. Puis n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Hein? Ben oui, je vous invite à intervenir quand vous voulez. Sarah Bertium, pour moi, c'est une... D'abord, on s'est connus il y a très, très longtemps, avant même l'école de théâtre. On s'est connus, on était à l'université, mais même un petit peu avant, au cégep de Saint-Laurent. On s'est connus même là, puis après ça, on est devenus des collègues de travail, mais on a surtout fondé une compagnie de théâtre, Sarah et moi. Et donc, j'ai été aux premières loges du travail dramaturgique de Sarah. J'ai vu, même, j'ai envie de dire que j'étais un peu... une des personnes qui a soufflé dans les voiles de Sarah parce que j'ai toujours trouvé qu'elle avait un univers unique. Je me suis souvent reconnue dans son travail, c'est-à-dire d'être à cheval. Toi, tu parles de la ligne, l'équilibriste. Sarah, c'est exactement c'est ce qu'elle est. Et je pense que tu as toujours même aimé cette image-là d'être un fil de ferriste entre des choses contradictoires. Je pense qu'on se retrouve tous les deux là-dedans. Et quand on a fondé notre compagnie de théâtre, c'était notre travail, c'était de rameuter des choses qui n'allaient pas ensemble, faire des critiques à travers des personnages transis d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ces pièces, Absolument. toujours. À travers ça, il y a un désir de rencontrer l'autre, mais aussi en embrassant complètement le cynisme ambiant, en riant de tout aussi. Donc, il y a toujours une double posture. La posture de l'amoureuse, il y a toujours ça, ce désir d'être traversée par plus grand que soi, puis en même temps avoir un regard critique sur le monde. Parce que Sarah, c'est une des personnes les plus critiques que je connais et est toujours en train d'analyser les choses. Je la trouve brillante. Je l'ai toujours trouvée... C'est un être essentiellement vraiment brillant. Puis je vous invite à découvrir toute son œuvre, l'entièreté, parce que il y a une cohérence dans tout ce qu'elle crée. Je la reconnais d'une œuvre à l'autre. Et justement, Néo Taimori, il y a plein de liens entre les deux. Tu bâtis quelque chose d'hyper cohérent, toujours à la fois rassembleur, où on critique la société dans laquelle on est. On critique la société. Moi, c'est une des œuvres les plus critiques et les plus drôles en même temps. Puis, on va parler un peu d'Antioche aussi, que j'ai découvert plus tard, puis qui est vraiment une des pièces préférées de toute ma vie. Là, et je pourrais peut-être juste dire avant... Bien sûr, vas-y. Pour moi, non, mais juste pour dire, parce que Sarah, souvent, elle a un flash. Elle a un flash qui l'habite. Je me rappelle pour ta première pièce, qui était Le déluge après. Oui. Le déluge après, elle avait l'idée, était traversée par cette idée-là. Des femmes, une femme qui coupe les cheveux de tous les hommes du village, et à partir de ces cheveux-là, elle crée une perruque, une immense perruque, et lorsque cette... Est-ce que je vais... Non, c'est comme le punch. C'est pas grave, elle n'a même pas publié cette pièce-là. Ah, pour vrai? Non, je ne l'ai pas trouvée. Elle n'est pas éditée. OK, les déluges après. Alors, elle s'est demandé, les danseuses nues qui vont comme ça, est-ce que ça... On sait qu'elle se promène, mais elle s'est imaginé une danseuse nue qui serait dans un tout petit village. Est-ce qu'on est en Gaspésie? Ben non, mais c'est à partir d'un bar qui maintenant est démoli, qui s'appelait L'Émotion, sur le bord du fleuve, dans 138, proche de l'île verte. Ça s'appelait L'Émotion. Puis j'étais passée devant, puis je m'étais dit, pourquoi l'émotion? Puis là, je m'étais dit,
peut-être que les hommes, ils pleurent. Là. Ils vont là pour pleurer. Puis là, j'ai eu l'idée d'une danseuse nue qui fait pleurer les hommes. Puis je veux juste dire que moi, cette pièce-là, je ne l'aurais pas écrite. Là, on se lance des fleurs, mais Simon, il avait gagné un concours qui s'appelait l'Égrégore. C'est un concours dans le réseau intercollégial. On était ensemble à l'école de théâtre. Il avait gagné avec une pièce. Puis l'année d'après, Simon, il m'a dit « Ah ouais, écris donc quelque chose, tu vas gagner. » Il dit « Moi, c'est facile, je l'ai faite, toi aussi, tu vas gagner. » Puis s'il ne m'avait pas dit ça, j'aurais pas écrit cette pièce, Le Déluge après. Puis j'ai gagné. T'as gagné. C'est pour ça que je fais du théâtre aujourd'hui. C'est une pièce fabuleuse. C'est ta toute première pièce qui a été traduite. Oui, que Lynn, ici, Paquette, a monté avec Talisman Theater. Oui, elle a été produite en anglais puis en allemand aussi. Ouais, elle a eu une belle vie quand même. Je trouve que même cette pièce-là, la table était mise pour tout ce que tu allais faire, c'est-à-dire que souvent les lieux la traversent. Tu sais, le bar L'Émotion, un lieu un peu crado, un peu triste, mais hyper poétique toujours. T'aimes les Warp Zones. C'est d'ailleurs Ville Morte, qui est la pièce qui a suivi, je crois. Ville Morte, c'était des lieux, encore une fois, qui la fascinaient. Une ville qui s'appelle Gagnonville. Oui, j'en ai même un extrait, là. Gagnonville, qui est une ville qui n'existe plus, est dans un souper. Puis il y a quelqu'un à côté d'elle, elle dit, toi, tu viens d'où? Une ville qui n'existe plus, une ville fantôme, une ville morte. Et là, Sarah qui a écrit une espèce de quatuor de femmes qui sont issues de villes mortes. Donc, je pense que les lieux sont au cœur de ta pratique quand même. T'es comme... Oui, complètement. C'est vrai. J'adore les lieux. J'adore réinventer des mythologies ou des univers autour de lieux. Après, Wollstonecraft, c'est moins ça, mais les lieux... Il y a toutes sortes d'autres. Tu sais, Wollstonecraft, t'as cette espèce de critique de l'absurdité de notre vie. Oui. Mais que t'as d'une autre façon dans Antioche. Moi, Antioche, ça m'a fascinée parce que là, bon, tu convoques... Trainspotting, le monologue. Est-ce que quelqu'un se rappelle du monologue du début du film Trainspotting? C'est sûr. Tu l'as traduit, mais c'est ta traduction qu'il y a dans la pièce. Parce que moi, j'ai vu le film en anglais. Je l'ai vu en écossais. Non, j'ai regardé le film en français, puis j'ai fait une adaptation en québécoise. Je vais juste vous lire. Bon, parce qu'en gros, tu as la même critique de ce monde auquel on doit se plier pour réussir dans Antioche, mais à travers l'adolescence. Oui, exact. Donc, le personnage de Jade qui est fasciné à la fois par Carrie de Stephen King et par le monologue du début de Trainspotting. Puis ça fit tellement, mais je vais juste vous lire, ça va peut-être vous revenir. Choisir la vie, choisir une job, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une fucking grosse télé, choisir des laveuses, des chars, des systèmes de son, des ouvre-boîtes électriques, choisir d'être en santé, choisir d'avoir un faible taux de cholestérol puis une assurance dentaire, choisir des remboursements de prêts hypothécaires à taux fixe, choisir ton condo, choisir tes amis, choisir ton soude d'entraînement puis le sac qui va avec. T'as toute une énumération comme ça qui est le capitalisme, en fait. Ouais. Puis choisir ton futur, choisir la vie, le fameux « choose life » de Trainspotting. Pourquoi je ferais ça? Moi, je choisirais de ne pas choisir la vie. Je choisirais autre chose. Ouais. Et donc, tu as Jade, adolescente, qui est fascinée par ça et qui est copine avec Antigone. Ouais. Antigone, qui fait chier tout le monde depuis 2500 ans. Ouais. C'est vraiment le personnage d'Antigone en toge et tout. Qui emmerde tout le monde avec sa tragédie où elle refuse de choisir la vie puis de choisir. Je sais pas si tu veux en parler un peu de toute cette espèce d'énergie-là où là, c'est le refus par la lucidité adolescente, en fait. Oui. Le Trainspotting, c'est plus des adolescents, mais c'est resté des adolescents. C'est ça leur problème. Oui, les personnages de Trainspotting. Oui, ils sont à cause de la drogue, parce qu'ils sont des junkies, sont restés dans cette... Et puis Antigone, surtout, tu cites beaucoup l'Antigone d'Aneuil. Oui. C'est la révolte adolescente contre se ranger. Donc, contre être obligé de dire oui, c'est ça que... Antigone, elle veut avoir le droit de dire non. Elle va juste là. Oh mon Dieu, ça passe trop vite. Ah non. Non, mais c'est correct, une heure, 10 minutes. Puis dans ses affrontements avec Créon, c'est ça qu'elle lui reproche. Oui, elle dit, absolument. vous êtes devenu l'esclave, vous êtes obligé de dire oui, ben moi, je veux garder le droit de dire non. Puis le droit de dire non, c'est le droit de mourir parce que j'ai décidé d'enterrer mon frère. Puis quand on m'a demandé de faire une pièce de théâtre pour adolescents, c'est la compagnie Le Théâtre Bluff qui m'avait approchée. Je suis revenue à cette figure-là d'Antigone que là, Simon sourit parce que Antigone, c'est un personnage qui m'a suivi beaucoup à l'école de théâtre. C'était ma scène d'entrée, ça a été ma scène de Katsu. C'était vraiment un personnage qui m'a collé à la peau. Wow. Puis je me disais, s'il y a une chose à faire découvrir aux adolescents, c'est vraiment ce personnage-là, qui est la première tragédie avec un nom d'héroïne aussi. Puis c'est une ado qui dit non. Puis j'avais décidé de parler de radicalisation un peu parce qu'à l'époque, c'était l'époque où les jeunes commençaient à partir
au Moyen-Orient faire le djihad. Puis je me disais, pour essayer de comprendre cet acte-là, je vois pas plus belle figure que cette figure-là d'Antigone. Donc, j'ai essayé de travailler ma pièce en faisant une déclinaison en trois temps de cette Antigone-là. Donc, la mère, la fille, puis l'Antigone. Puis ce que je trouvais beau aussi, c'est que mon Antigone, bon, c'est un peu mon comic relief, c'est le personnage tragique, mais en même temps, elle a 2500 ans, puis ça révole dans la pièce. Elle l'a un peu vécu, elle en est un peu revenue. Oui. Et puis celle qui porte la charge tragique, c'est le personnage de Jade, justement, qui est en Italie. Et puis qui se fait secouer un peu à un moment donné par Antigone, parce qu'elle lui dit « Arrête avec ta tragédie, je te parle pas d'il y a 2500 ans, là, je te parle de right now, ici, maintenant. » Et Antigone lui répond furieuse « Ben oui, mais c'était la même hostie d'affaires dans ce temps-là. C'est quoi, là? Tu penses que la quête de sens, c'est nouveau? Que c'est toi qui as inventé ça? Tu penses-tu que tu es la première à te demander à quoi ça sert la vie? Non, madame. Ça fait des siècles que ça existe. Des millénaires même. Je suis l'archétype de la révolte adolescente qui se bat contre l'ordre établi. Je suis même morte à cause de ça. Fait que viens pas me faire chier avec ton ici maintenant, OK? Hein? Quand même, on peut applaudir, je pense. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Mais ça, c'est un autre... J'en ai parlé parce que j'avais Olivier Kemed. Oui! Il y a quelques jours, puis on a parlé de toi notamment, mais de faire appel à des œuvres classiques pour éclairer. Oui. Les œuvres classiques et de la pop culture aussi. Oui. Tu as aussi Grease comme contre-exemple, mais on pourra en parler. Mais je ne sais pas si tu as envie d'en parler de ce désir-là. Ah, oh, il marche pas bien. Voilà, je suis de retour. Mais oui, je pense que c'est juste un réflexe que j'ai développé parce que moi, c'est un peu ce qui m'habite, ce qui m'inspire. Les œuvres classiques, c'est des guides, c'est des alliés, c'est des œuvres qui me montrent la voie sur lesquelles mes œuvres sont construites. J'ai l'impression qu'on n'est pas nulle part. Mary Shelley, je vais la citer, mais elle dit la création, il faut humblement le reconnaître, ne naît pas du chaos. Il faut, en premier lieu, disposer des matériaux. Puis moi, c'est vraiment comme ça que je travaille, c'est-à-dire que je pique des matériaux un peu partout, puis mon écriture est née de cet assemblage-là, insolite, comme Simon disait, entre plusieurs trucs de plusieurs tons. Oui. Et puis, je trouve que c'est juste je sais pas... faire justice à ces trucs-là, de les laisser visibles dans le texte, c'est-à-dire de les citer. Il y a ça, absolument, dans le cas d'Antigone. Moi, tu sais, le monologue d'Hermione, je l'ai joué. Moi, j'ai fait du théâtre, mais j'étais adolescente. Heureusement, ça n'a pas duré. Mais c'était comme j'étais obsédée, moi, en tant qu'adolescente, par ce monologue Anouilh. Et ce refus-là, l'Antigone d'Anouilh. Mais ce que je veux dire, c'est que je me demande, peut-être que Simon aura un élément de réponse, et toi, parce que moi, je me suis plus construite en écrivant des essais et des romans, mais j'ai été longtemps, je pensais que j'irais plutôt en théâtre, mais j'ai l'impression que dans la littérature contemporaine québécoise, c'est plus le théâtre qui fait ça, non? Faire appel aux classiques, puis mélanger ça avec du très contemporain, de la pop culture. Il me semble qu'on voit peut-être en poésie, mais en roman, on voit très peu ça. Je ne sais pas si c'est singulier à l'écriture théâtrale. Je ne sais pas. Je sais que parmi mes collègues, c'est vrai que je le vois beaucoup dans la dramaturgie québécoise, une espèce de côté très décomplexé où on fait se côtoyer plusieurs œuvres, plusieurs tons. Je pense qu'on pourrait... Oui. Oui. La notion de magie, je pense que, Gabriel Garcia Marquez, on se partage. C'est parfait. Mais je sais que Sarah aussi aime beaucoup Gabriel Garcia Marquez. Oui. Et ce réalisme magique-là, on dirait que sur scène, ça se déploie tellement bien. Tu as dit le mot décomplexé, puis c'est vrai que notre génération, je pense qu'on a beaucoup de ludisme. Aussi, je pense qu'on a beaucoup de ludisme par rapport à ça, d'introduire des parts de magie, d'avoir une narration qui est en dichotomie avec quelque chose de très concret, quelque chose d'une autre époque. Mais justement, j'aime ça, les personnages tragiques, ultra concrets. C'est le comic relief, c'est la tragédienne qui débarque et qui casse constamment. Exactement. C'est comme un renversement hyper intéressant parce qu'on ne va pas là où on s'attend. On ne va pas là où on s'attend. Il y a même un moment où elle parle du fait... Jade lui dit est-ce qu'elle va aller découragée parce qu'elle va aller au bal des finissants avec sa toge. Puis elle lui dit au moins comme ça, les gars me checkent pas le cul. Comme ça, je suis... Il y a toute la question, justement, de la sexualisation ou pas. On sent qu'il y a la question du voile, de la tenue. Oui.
Ben, mon rapport à la toge, c'était ça. C'est ça que j'adressais comme. C'est pas tout le monde qui voit, mais c'est ça que j'adressais comme question. Ça. Moi, j'ai une amie qui porte le foulard, une amie musulmane, puis qui porte la baya. Puis qu'à un moment donné, elle m'a dit, je ne suis pas une bête sexuelle, je suis pas une bête, je suis pas un objet sexuel, j'ai pas envie. Puis moi, ma liberté, c'est ça. Toi, ta liberté, ça peut être de porter une mini-jupe. C'est une copine, tu sais, une très grande amie. Je porte pas tellement de mini-jupe, mais des femmes en portaient autour de nous. Ou moi, je portais plus des décolletés. Puis c'était comme chacune a le droit de choisir sa forme de liberté. C'était vraiment chez ça. Les femmes. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris dans ta pièce, en tout cas. C'est vraiment pas ça pour moi. Puis Antigone aussi, ce que j'aimais, c'est qu'elle avait... elle parle beaucoup de ses dieux. Elle a un rapport à la fois, mais c'est les dieux, c'est le polythéisme grec ancien. Là. Mais je voulais faire un personnage qui a un rapport à la fois, justement, super décomplexé puis très sain. Fait que sans me mettre le doigt, disons, dans des questions épineuses actuelles qui suscitent des débats qui là, tu te retrouverais comme Marie. Comme Marie, avec les feux de la critique et tout. Donc, je voulais pas aborder frontalement la question du voile ou de la foi à une religion actuelle, mais le fait de prendre un personnage antique qui, elle, assume ça, ben ça me permettait justement... Tu peux l'aborder complètement différemment. Exact. Oui, absolument. Mais cette liberté-là dont vous parlez tous les deux au théâtre, je pense que peut-être qu'il faudrait forcer plein de romanciers québécois à lire puis à aller plus au théâtre. Moi, je sais que je ne veux pas beaucoup parler de moi, ça va durer 30 secondes, mais c'est plus pour vous rendre hommage. Je suis en train de finir un roman, puis j'ai fait plein de changements, puis j'ai pris plein de libertés que je ne me serais pas permise parce que j'étais en train de travailler sur tes textes. Puis que je me suis dit, pourquoi j'aurais pas le droit? En plus, chez Mémoire d'Encrier, on est très libre. Je peux un petit peu faire... Non, mais dans le sens où ils n'ont pas peur de l'expérimentation et de ce genre de liberté-là. Mais je me suis dit, mais pourquoi on ne se permettrait pas ça? Donc, je pense, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais recevoir Olivier Kemed, qui, dans une de ses pièces, l'Énéide, il y a des réfugiés qui arrivent, des réfugiés antiques qui arrivent sur une plage de style Elvis Gratton, puis c'est le choc entre ces deux. Puis c'est drôle parce que tu as les Québécois sur la plage qui voient des réfugiés arriver, puis qui sont à mourir de rire. L'Énéide d'Olivier Kemed. Puis il y a la même chose un peu chez lui, chez Simon aussi. Tu as des... Puis cette liberté-là, puis c'est pour ça que je trouve important, donc, je reviens au début de ma phrase, de recevoir quelqu'un comme Olivier ou quelqu'un comme Sarah pour que les lecteurs, les gens qui s'intéressent à la littérature ou s'il y a des auteurs ici, se disent « Ah, cette liberté-là, il faut y aller. » Donc, merci de faire ça pour nous tous. Pour vous, j'espère qu'il nous reste peut-être du temps pour une question si quelqu'un en a une. Est-ce que quelqu'un avait une question, une remarque? Ah! Mélodie. J'aimerais savoir, c'est quoi ton obsession présentement? Ah, bonne question. Oh, quelle est mon obsession? Une autre question qui me déculotte en fin d'entrevue. C'est pas une question que... Mais je suis obsédée en ce moment par redonner ses lettres de noblesse à la fiction. Je trouve qu'on est dans une époque où la fiction, des fois, à cause de toutes les questions, là, on n'en a pas parlé, mais sur l'appropriation et tout, on a peur on a peur de faire des personnages ou de faire parler des gens qui sont dans l'altérité, qui ne sont pas nous. Et j'ai l'impression qu'on se méfie. Moi-même, je suis rendue que je me méfie moi-même de... Même moi, je suis racisée, je suis censée pouvoir tout faire, puis je me pose des questions. Ben, c'est ça, on se pose beaucoup de questions. Puis je trouve que la fiction, elle est suspecte, elle est dangereuse. Puis moi, je la trouve super puissante puis riche, la fiction. Parce qu'elle est dangereuse aussi. Parce qu'elle est dangereuse, exactement. Puis il y a une grande vague. C'est ça, c'est comme s'il y a quelques années, on ne parlait pas de vérité. Là, la vérité, je trouve, prend beaucoup de place dans la création. Puis j'adore la vérité, mais moi mon travail, c'est vraiment dans la fiction. Fait que ça serait ça mon plus obsession. De vérité dans la fiction que dans la non-fiction. Que dans la non-fiction, exactement. Fait que moi, je suis vraiment je pense que c'est important vraiment de continuer à écrire des histoires fausses. Je revendique comme le fait de fausses qui disent des vérités sur notre monde. Mais tu m'as encouragé, Olivier, Simon, des auteurs, Michel Jean, qui est romancier, que j'ai reçu, Nicolas Chalifour ce matin. Vous m'avez encouragé à oser, parce que j'ai fait une série d'essais, puis je reviens à la fiction, puis je pense qu'on est plusieurs
à avoir peur de remettre le pied dedans, à se dire comment on fait, comment on aborde ça. Puis la question de la liberté que tu as Ouais. dans ton œuvre est particulièrement importante et inspirante pour plein de gens, dont des auteurs. Ah, merci, C'est merci. con parce qu'on aurait pu faire une deuxième table ronde. Mais la prochaine fois, on en fera une tous les trois. Ensemble, Ça serait le fun. fantastique. Je pourrais vous faire parler tous les deux de toutes ces questions-là. Il est déjà 4h30. C'est la fin. On aurait pu continuer comme pendant toute la soirée. Merci tellement, Merci Sarah. tellement C'est un pour honneur. l'invitation. Merci à vous Merci. d'avoir été là.